Avril 2020. Alors que le monde entier est confiné chez lui, les salles obscures demeurent orphelines. Mais c'était sans compter sur deux cinéphiles patentés qui refusèrent de laisser tomber le septième art à son triste sort. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le Ciné des Confinés, une émission qui parle de cinéma fait par et pour des cinéphiles. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le premier épisode du Ciné des Confinés. Le Ciné des Confinés, qu'est-ce que c'est? C'est une émission de cinéma. Chaque semaine, on va se mater un film et on va en parler ensemble avec Arnaud. Salut Arnaud. Salut Alexandre. Cette semaine, j'ai choisi le film Abre los ojos, version originale, titre français Ouvre les yeux, sorti en 98 en France, avec Penélope Cruz, Eduardo Noriega, Najwa Nimri, Chetelera et Fele Martinez, réalisé par Alejandro Amenabar, qui a également réalisé le film Les Autres avec Nicole Kidman en 2001. Du coup, ça va être compliqué de résumer ce film, mais Je te confirme. on on est sur, 4 niveaux, en fait. On est sur 4 niveaux d'histoire. Alors pour résumer le film, on suit le personnage de César qui est un jeune homme de 25 ans, qui est plutôt aisé. On comprend qu'il a hérité d'une entreprise, familiale. Il voilà, c'est un beau gosse, il traîne, il enchaîne les conquêtes et cetera. Il a une relation, purement charnelle avec Nouria et un soir, le soir de son anniversaire, son meilleur ami Pelayo, ramène une, jeune fille, qui s'appelle Sofia, interprétée par Penélope Cruz et il en tombe complètement amoureux. Malheureusement Malheureusement, Nouria a suivi, César jusqu'en bas de chez Sofia et elle arrive à l'attirer dans sa voiture, en lui proposant encore une fois, de passer une nuit d'amour, n'est-ce pas? Et elle décide de se suicider avec lui dans la voiture et à la suite de cet accident, il devient complètement défiguré et là, c'est un peu la descente aux enfers. Hem Je vais arrêter mon résumé là parce que c'est on va dire, c'est le pitch de base, c'est le départ de l'histoire. Mais ce qu'il faut comprendre en fait, c'est qu'il y a, ouais, il y a 3-4 niveaux d'histoire. C'est-à-dire qu'on a cette histoire-là qui est en fait un flashback. En parallèle, on suit, César qui est, dans une prison et qui suit en fait une sorte de psychanalyse, avec un psychiatre, qui s'appelle Antonio et qui essaye de l'aider en fait et qui essaye de lui faire retrouver la mémoire car il aurait tué quelqu'un. Il aurait tué quelqu'un et lui, alors c'est pas clair au début, mais soit il nie les faits, soit il ne s'en souvient plus et du coup, on va suivre en fait le, l'entretien de César et du psychiatre et en parallèle le flashback et il y a également une autre notion qui est celle du rêve, qui très régulièrement il y a, des séquences, qui pop au milieu de ces 2 comment dire, de ces 2 fils conducteurs, mais après qui sont comment dire? Qui sont dits comme des rêves. C'est-à-dire que, au début, on voit la séquence arriver et tout de suite après, l'un des personnages va le dire, factuellement, genre: «Ah bah, c'était un rêve» ou «Ah mais oui, c'était le rêve se passe comme ça» ou «Ah mais je me rappelle dans mon rêve, ça s'est passé comme ça» et voilà, en tout cas, il y a ces 3 notions-là et il y a une sorte de quatrième partie, mais là, pour le coup, ça empiéterait un peu sur le retournement de situation de l'histoire. Oui, et puis je pense que ça, de toute façon, on va en parler dans l'analyse. Bah, je vais commencer par te demander ce que tu as pensé du film? Bah alors écoute, peut-être juste avant de revenir vraiment sur l'analyse du film, je vais peut-être revenir un peu sur la carrière du réalisateur Amenabar. Lui, il a commencé en 96. Il s'est fait connaître avec un film qui s'appelait T6. C'était un espèce de thriller où en fait on suivait une reporter qui allait préparer une thèse sur la violence au cinéma et qui se retrouvait plongée malgré elle dans l'univers du snuff movie, donc tous les trucs de torture. Et c'est un film qu'il a mis sur le devant de la scène parce qu'il a remporté quand même 5 Goya au Festival de Berlin, donc c'est pas rien. C'était un réalisateur qui avait, je crois, il avait à peine dans les 20 ans à l'époque, 20-25 ans. Donc là, le film qu'on parle, c'est le deuxième, donc qui est sorti 2 ans plus tard, comme tu as dit, en 98. Et ben moi, à la vision, je l'ai découvert. C'est toi qui m'as demandé de le regarder pour le podcast. Alors j'ai trouvé que c'était magnifique, quoi. J'ai pris une claque, mais alors j'ai vécu le film
au sens viscéral du terme, à tel point qu'au début, j'étais plus dans l'analyse, quoi. J'ai vécu le truc comme vraiment une expérience, un truc sensoriel, quoi. Et tu vois, comme je disais tout à l'heure, il m'a fait le revoir ce matin, j'ai revu, pour m'en faire ma propre analyse de mise en scène, et comprendre qu'en fait, tous les ressentiments que j'ai eu sur le film, ça venait de la façon de filmer du réalisateur. Et c'est ça que je trouve ça très fort. Donc moi j'ai trouvé ça vraiment passionnant. En plus, je trouve qu'il y a une espèce de mélange des genres habile. On part sur une histoire d'amour vraiment, en plus, assez pure, c'est-à-dire qu'on y croit vraiment, quoi. C'est une histoire. On suit donc le personnage de César, qui est un homme à femme, un tombeur, un peu, comment dire, décrit comme quelqu'un d'assez imbu de lui-même, hein, quand même, qui très arrogant, fils de bonne famille, puis qui est très narcissique, quoi. C'est-à-dire que tout ce qui intéresse, c'est séduire. Donc il a beaucoup de conquêtes, des relations d'une nuit, mais en fait, quand il va rencontrer le personnage de Sophia, où il va vraiment tomber amoureux, euh, c'est une autre facette de lui qu'on va découvrir, et je trouvais ça intéressant, c'est-à-dire qu'il va vraiment plonger dans un... Il va s'oublier lui-même, en fait, pour être presque obsédé par elle, à tel point qu'il la voit comme dans un rêve. Et d'ailleurs, à la fin du film, elle nous fera comprendre pourquoi. Et je trouve que c'est vraiment... c'est une histoire d'amour, tu crois tout de suite à ce qui se passe entre eux, quoi. Et alors le personnage de Sophia, interprété par Penelope Cruz, qui est assez, enfin, qui joue très bien dans le film, mais en plus c'est un personnage qui est assez solaire. Enfin, je veux dire, tu la vois, tu peux que tomber amoureux de cette personne-là, quoi. Et du coup, tu crois vraiment, tu te sens tellement concerné avec le personnage principal que en fait toutes les péripéties qu'il va avoir par derrière, c'est-à-dire tous les événements, est-ce qu'il est fou, est-ce qu'il est pas fou, est-ce qu'il fantasme sa vie, ou est-ce qu'il l'invente, ou est-ce que c'est la vérité, enfin, tu te perds avec lui, et du coup tu as envie de comprendre. En fait, c'est un film du coup qui t'attache en tant que spectateur, euh, et jusqu'au dénouement final, qui en plus n'est pas gratuit. Le dénouement final, pardon, qui n'est pas gratuit, parce qu'en plus je trouve que le réalisateur installe des dominos scénaristiques dans le film, du début à la fin, et ça je l'ai compris à la revoyure, en fait, qui amorce cette fin qui va arriver, ce retournement de situation finale, et en fait tout est logique, cohérent dans la narration, et ouais, c'est vraiment... on va détailler, hein, mais je trouve ça vraiment intéressant pour le coup. Si j'ai choisi ce film, pour remettre un peu dans le contexte, on a donc fait une, 1re version de cette émission qui, malheureusement n'a techniquement pas marché, où, c'était toi qui avais proposé, Le Crime Parfait par, Alex de la Iglesia, qui était donc un autre film espagnol. Et en fait, en voyant le film, je me suis rappelé du coup de Abre los ojos, que j'avais, découvert comme toi tu avais découvert Le Crime Parfait, c'est-à-dire, en cours d'espagnol, fin d'année, on se mate des films et du coup la prof choisit un film et donc elle nous avait mis ça. Et c'est vrai qu'à l'époque, c'est pareil, ça m'avait vraiment marqué. Alors, du coup, je devais être au lycée, ouais, bah, ça devait être courant entre 2000-2010 quoi. 2005 je pense à peu près. Et c'est vrai que j'ai pris une claque et du coup je me suis dit que ça serait intéressant qu'on en parle tous les deux, surtout qu'en plus tu ne l'avais pas vu donc c'était d'autant plus intéressant. Et du coup j'étais confronté exactement au même problème que toi, c'est-à-dire que je me dis bon en plus je l'ai déjà vu donc je vais pouvoir sortir un peu du film et me mettre dans l'analyse et non en fait. C'est-à-dire que dès que le film commence au début, bon, tu arrives à analyser quelques trucs, des plans, etc. Et en fait, ouais, t'es tout de suite attaché par, les personnages. Comme tu dis, le personnage de Sofia, Penelope Cruz, elle est solaire en fait, elle est magnifique. C'est vrai que c'est c'est con, hein, mais dans ce vraiment hyper belle, quoi. Non mais c'est, je veux dire, tu regardes ce film, t'es amoureux de Penelope Cruz, c'est obligatoire. Non mais c'est vrai, hein, c'est la vérité. Moi, franchement, moi j'ai vu le film, j'étais, mais tu vois, j'y pensais encore 2-3 jours après cette fille-là. Je me suis dit putain. Enfin, en fait, c'est rare que je regarde, des films et que enfin, je vois des actrices en me disant genre: «Waouh, elle est magnifique et tout», mais c'est vrai que là, dans ce film, elle est vraiment, elle est vraiment belle. Je saurais pas dire de quoi ça vient, Mais je pense que ça vient déjà de l'écriture des personnages, des dialogues surtout. Enfin, je pense que l'histoire d'amour, comme on l'a été écrite au début, leur rencontre, leur jeu de séduction commun, parce que lui qui est très séducteur, elle lui renvoie la barre aussi, c'est-à-dire qu'elle est pas taillée, tu vois, il y a ce côté très naturel, vraiment l'attraction qui se crée, et en fait qui se crée à l'écran, et que tu ressens en tant que spectateur complètement, quoi. Et moi je l'ai ressenti comme ça. Alors, ce qui la rend d'autant plus magnifique, c'est-à-dire que il y a d'autres films, hein, moi je peux te citer, par exemple, j'avais eu le même cas dans Drive, avec le personnage de Carey Mulligan, qui joue en gros la copine de Ryan Gosling. En fait, elle parle presque pas dans le film, ils ont une relation vraiment par les regards, et ça la rend d'autant plus magnétique à l'écran que je trouvais, ouais, c'est pareil, toi, et d'ailleurs c'est dans l'écriture. en parallèle d'ailleurs avec ce que tu dis par rapport à Drive, c'est que le début de la relation commence comme ça d'ailleurs. Ça commence par, grosse soirée chargée, plein de monde et cetera. Elle arrive,
et juste jeu de regard, en fait. Jeu de regard au loin entre lui, elle, il s'approche, au début il parle avec son pote, enfin et Ouais, ensuite, exactement. hop, on revient vers, il commence à rentrer, dans un jeu de séduction et cetera. Après, il y a aussi, ce qui est super intéressant dans cette relation, même si elle est, comment dire? Elle est c'est une belle relation et en même temps, un peu malsaine puisqu'il y a le côté, techniquement, c'est censé être à la base, la copine de son meilleur pote. Donc au dé tout le début, c'est quand même le mec, c'est quand même genre Ouais, le fils de exactement, ouais. pute premier quoi. C'est Bah, c'est ce que je trouve intéressant, c'est pas positif. d'entrée de jeu, le personnage n'est pas présenté comme quelqu'un de sympathique. Ouais. T'as vraiment une pure antipathie pour lui. D'ailleurs, il le dit clairement. C'est-à-dire il est dans la démarche de séduire le personnage de Monica. Ils sont dans une salle. Il a fait toute une mise en scène pour la séduire où enfin, ils s'enferment tous les deux dans sa chambre pendant la soirée d'ouverture. Et il lui dit clairement que de toute façon, ça restera entre deux. Son copain, enfin, son meilleur ami n'a pas besoin de savoir ce qui se passe entre eux. Tu vois, la fille est un peu réticente, le trouve quand même aussi un peu. Enfin, elle lui dit d'ailleurs, elle lui dit t'as un sens de l'amitié qui prête à défaut, quoi. Et c'est intéressant parce que tout de suite, t'es pas dans un truc Ouais. manichéen, le personnage a ses failles aussi. Et il est tiraillé, et moi je trouve ça intéressant. Parce que du coup, tu as du mal à t'intéresser à lui au début, puis en fait, ce qui va lui son parcours, en parfaite cohérence du coup avec sa personnalité d'être quelqu'un d'assez arrogant, voilà, qui n'a aucun sens de l'amitié, qui ne pense qu'à lui. Mais en fait, tu vas quand même avoir de l'attachement pour ce qui va lui arriver dans la suite du film, et je trouve ça intéressant d'avoir fait ce basculement. Ouais et en plus, il y a aussi le côté, la manière dont il traite les 2 personnages féminins du coup, donc Nouria et Sofia, qui sont toutes les 2 quasiment aux antipodes en fait. Nouria, c'est la femme fatale de film noir, elle est toujours avec une robe rouge, elle est toujours, à l'aguicher, et en même temps, lui, il profite d'elle, donc voilà, il couche avec Complètement. elle, il profite d'elle. Et en même temps, tu sens qu'elle, elle cherche autre chose, tu vois? Elle cherche aussi de l'affection. Tu vois la scène où le mec fait son anniversaire et en fait, elle l'attend dans sa chambre en disant genre: «Ah bah, je suis ton cadeau et tout» et et l'autre lui répond, «Mais en fait, mais je t'ai pas invité. Je ne t'ai pas invité, qu'est-ce que tu fais là?» Mais en même temps, il est quand même attiré par elle, tu vois? Et d'ailleurs, Ouais, la séquence qui suit après avoir, quand Nouria, les a suivis chez Sofia et qu'elle top César, en bas pour le conduire en voiture en disant genre: «Bon, bah, du coup, tu as pas pu tirer ton coup avec elle, mais bon, tu peux venir avec moi quand même» et au final, le mec cède quand même. Il y a quand même une fascination, de cette nana, et c'est ce qui va d'ailleurs, être un peu de l'intrigue, dans la dernière partie. c'est vrai. Mais d'ailleurs, il y a même, je trouve, dans l'iconisation, hein, purement graphique, hein, du personnage de Nuria, je trouve que le fait, comme tu dis, qu'elle soit habillée en rouge, avec presque des maquillages, des traits grotesques, en fait, elle est vraiment maquillée dans l'excès de la vulgarité, quoi, habillée une petite robe rouge tout Oui, le long du film. Il y oui. a ce côté diablesse, en fait, le côté, la F partie plus quand même ombre, tu film vois, le noir. Enfin, côté il y a le côté diable. aussi, tu sais, rouge à lèvres prononcé, tu sais, tout de suite le rouge, Ouais, ouais, bah, dans la vulgarité de son maquillage oui, aussi. Ah, moi, je l'ai vu comme le côté démon et Sophia le côté ange. C'est oui, vraiment l'histoire d'amour passionnelle et charnelle. En fait, le personnage de Nouria, pour moi, c'est une personne qui le rabaisse à sa condition de queutard en permanence. C'est-à-dire, c'est son côté qu'on n'aime pas chez lui. On n'a pas envie de voir ça, le côté mec comme à femme qui couche de droite à gauche. Et le fait qu'elle insiste comme ça, c'est une façon aussi, pour moi, hein, je l'ai vu comme ça, mais de ne pas le laisser tomber dans une histoire d'amour, mais de le ramener à sa ouais. condition, à ce qu'il est, ce qu'il pense être, c'est-à-dire le queutard. Bah, Toi, de le garder pour elle, quoi. Le côté, tu ne changeras pas, tu ne deviendras pas un homme bon, tu vas rester le queutard que tu es depuis toujours, quoi. c'est littéralement, c'est la tentation, quoi et à la et quand l'accident arrive, c'est littéralement, il a cédé à la tentation et il en paye le prix. Ah bah c'est clairement ça, ouais. Bon, de toute façon, c'est comme ça que ça a été écrit, puis on le ressent tout de suite, hein. Alors déjà, dès le début, dès cette intro, il y a tout de suite un jeu avec les miroirs. Avec les miroirs dans, que ça soit dans le rêve, que ça soit dans les séquences de prison. Alors du coup, dans les séquences de prison, c'est l'inverse de tout le reste, c'est-à-dire que c'est l'absence de miroir. C'est une salle grise, c'est une petite salle. Le mec est avec c'est tout ouais, c'est ça, c'est tout, c'est extrêmement épuré et il y a pas de miroir. Ouais, très, très clinique, ouais. Quand on passe chez lui dans son appart, tu as toujours le jeu avec, donc la glace de la salle de bain, tu as aussi le comment ça s'appelle? L'espèce de tu sais, le truc de douche là, transparent, tu vois? Où tu travers tu tout un jeu sur,
Ouais, la ouais, déformation ouais, des bah, oui, oui, silhouettes, le rideau de douche. des reflets et cetera, heu et du coup qui s'ajoute avec, ce mélange de, rêve, flashback, comme le début du film quelque part, où, tu commences le mec se lève, donc ça commence C'est ça. À Brélosoros, alors il me semble, c'est bien Nouria qui enregistre ça sur son réveil. Je crois qu'il lui fait la réflexion à un moment donné. Oui, 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 il me semble aussi. Normalement, hein. Je l'ai revu ce matin, donc il me semble que c'est ça, ouais. Le mec se lève et cetera, il prend la voiture, boum, c'est vide. Les rues sont vides, il se met à courir tout seul, bim, réveil. Et on enchaîne exactement le même réveil avec les mêmes jeux de miroir, les machins, sauf que là, du coup, il se lève et c'est une journée normale, etc., etc. Mais du coup, tu as toujours soit des plans miroirs, soit des séquences miroirs. T'as que ça et dès le début, ça commence comme ça, quoi. Bah, c'est ça, quand je disais qu'il mettait des dominos, Amenabar dans le film, c'est-à-dire que, dans le décorum, dans toutes les scènes, dans la scénographie, tu as beaucoup de choses qui peuvent t'indiquer, en tout cas te faire poser la question de savoir s'il rêve ou s'il rêve pas. Parce que ce qu'on peut dire justement, tu l'avais rappelé au début du podcast, c'est que c'est une narration qui est quand même très fragmentée. Alors comme tu dis, la scène d'ouverture commence par ce qu'on comprend être un rêve, une fois qu'elle est terminée. Mais tout le film, c'est comme ça. Tu as des séquences qui sont un peu placées à droite à gauche, toujours dans le continuement de l'histoire, mais en fait où tu sais pas vraiment. Plus l'intrigue va avancer, plus tu comprends qu'il est possible que ce personnage-là est en train de rêver, en fait, simplement. Et tu le comprends par la mise en scène. Et justement, alors tu citais les miroirs, et t'as un autre plan qui m'a marqué au début du film. Alors, tu vois, ça, je l'ai réanalysé à la revoyure ce matin. C'est-à-dire que il sort du garage au tout début du film. C'est une journée, t'imagines une journée quotidienne, et en fait, c'est un écran noir tant qu'il est dans le garage, et en fait, quand la porte du garage, donc le portail clé va s'ouvrir, ça va laisser évidemment rentrer de la lumière, et là, on va voir se dessiner dans l'ombre la voiture du personnage. Et il y a ce côté de dire aussi pour moi, bah écoute, tu rentres dans un rêve finalement. Là. Tu as la nuit, il fait nuit noire, c'est ton sommeil, et tu pars dans une vie en fait qui n'est pas la tienne. Et t'as plein de petits Ouais. signes un peu comme ça, très, aussi une mise en scène très, j'ai perdu le terme, alors je ne vais pas dire contemplative, mais très, comment dire, bah, c'est très expérimental quoi. Il travaille Bah, là-dessus. c'est très posé, comme film. D'ailleurs, il y a un truc que j'ai trouvé super, et je pense que c'est aussi ça qui m'a, happé dans le film, heu, c'est que tu as, donc le rêve, puis, le mec se réveille, puis troisième strate, la prison. Donc on entend des voix off, d'un psychanalyse et de César qui parlent en même temps. On va aller voir dans la prison. Ensuite, il lui repose des questions, donc on replonge dans un flashback. Et quand on replonge dans le flashback, le rythme est tellement posé et on s'accroche au personnage. Et en fait, on en oublie que c'est un flashback jusqu'à ce que la voix off du psy ou de César euh, qui parle de la prison, enfin, nous remette en fait dans l'histoire en mode genre ah, putain mais oui c'est vrai c'est un Et flashback et on se dit c'est putain ça qui, qu'est-ce qui fait qu'il en vient emprisonné, etc. ce que je trouve intéressant, c'est qu'il en fait carrément une, en fait, du film, ils en font une expérience psychanalytique. En fait, tu t'es complètement dedans, quoi. C'est une espèce de Ouais. thérapie que tu suis en direct, que je m'attendais pas du tout d'ailleurs à retrouver. Parce que la première fois que tu vois le film, moi j'avais trouvé, je m'étais un peu renseigné sur le film avant de le regarder pour savoir de quoi ça parlait, et j'ai vu que c'était quand même un film marqué science-fiction. Et Hum, pendant hum, une hum. heure de film, tu te dis, ouais, bon, alors, tu comprends, il y a des Euh, histoires de flashback, des retours en arrière, ouais, tu comprends qu'il y a. Mais tu sais pas vraiment s'en revenir parce qu'il se révèle assez tardivement là-dessus. Et d'ailleurs, je me demande, est-ce que ça vaut pas le coup, tu crois, puisqu'on a quand même pas mal spoilé déjà, de cramer la fin pour pouvoir en discuter plus facilement, ou est-ce qu'on garde ça de Eh ben côté? écoute, je pense qu'on peut en venir, surtout que, les premières en fait, dès le début, il parle, de ce côté science-fiction avec, quand il accompagne Sofia chez elle, qui reste, il regarde la télé et il y a une publicité sur, alors Ah oui, c'est vrai, ouais. en fait, ça c'est malin parce que quand tu, comment dire? Je trouve que quand tu n'as pas vu le film, cette publicité est complètement anodine, mais quand tu l'as déjà vu, du coup, tu le comprends tout de suite. Enfin, du coup, tu Bah, fais: «Ah tu t'attends pas, d'accord, OK». la première fois que tu vois le film, tu t'attends pas à en fait, que ce soit un des thèmes principaux de l'histoire. Tu te dis, c'est Exactement. comme ça n'a rien à faire là au début, ouais, tu peux éventuellement. Alors, si tu sais un peu, tu connais un peu les mécaniques des films, surtout quand tu sais que c'est un film de science-fiction à l'avance, tu peux encore deviner que ça va réapparaître plus tard. Mais comment Voilà. c'est fait et montré, c'est vraiment anecdotique, quoi. Donc, C'est ouais. surtout, oui, c'est en plein milieu de: «Ouais, je regarde, ah, tu regardes une émission? Ouais, c'est oui, oui, oui». Bah, là, il parle d'un truc, ah d'accord, Puis t'es tellement concentré sur l'histoire d'amour à ce moment-là, parce que c'est là, ça, c'est vraiment la nuit de la c'est ça, séduction, quoi, que t'en c'est oublies ça. le reste.
Et donc du coup, c'est un reportage sur une entreprise, qui, développe le procédé de la cryogénisation du coup. C'est donc ce qui se passe en fait, comme le personnage, donc a un accident de voiture, est complètement défiguré, les médecins en fait ne peuvent rien pour lui, donc ils tentent de faire de la chirurgie faciale, mais bon, bah, il est défiguré à vie. Et ils décident en fait de faire appel à cette, entreprise, qui, qui le cryogénise, en attendant, à ce que éventuellement dans un futur proche, la science soit plus développée et puisse, le réparer en fait, tout simplement. Puis faire Heu, en même temps avec la promesse de dire si vous signez ce contrat, en gros, quand vous serez mort, ah on oui, c'est pourra vrai. c'est une promesse aussi de vous dire vous pourrez avoir une vie fantasmée, c'est-à-dire tout ce que vous souhaitiez réaliser dans votre vie, vous pouvez l'avoir si vous signez le contrat. C'est aussi une promesse de pur commerçant. Alors arnaque ou pas arnaque, lui pour l'instant il le signe parce qu'il n'a pas d'autre choix de le faire. Parce qu'il faut se mettre à la place du personnage qui est quelqu'un de très arrogant, qui joue beaucoup de son physique, de sa capacité à séduire, qui se retrouve d'un coup défiguré. Et ben, en fait tu comprends que le mec il y a aussi ce côté de dire il faut s'accepter comme on est, sauf que lui, c'est pas possible pour lui. C'est un mec qui est d'une Ouais, arrogance telle, d'un tel narcissisme que pour lui, c'est vraiment la fin de sa vie, quoi. Donc il signe ce contrat en se disant bah je vais mourir pour pouvoir en fait revivre une vie comme je la fantasme toujours, c'est-à-dire retrouver le personnage de c'est ça. Sophia et vivre une belle histoire d'amour. C'est ça, parce que du coup, effectivement, on lui propose en fait une réalité alternative, en fait, une matrice, en fait, hein. Exactement, ouais. D'ailleurs, c'est ça que j'ai trouvé, en plus, en le revoyant là, avec tous les films qu'on a vus de science-fiction depuis, c'est là qu'on se dit, putain, en fait, C'était assez alors je vais pas novateur. dire que Matrix lui a tout pompé, mais il y a du Matrix, il y a du Inception, Ah énormément Inception. bien sûr, ouais. Euh, D'ailleurs, tu as fait le lien avec et Inception, tu vois, je l'avais pas fait tout de suite. Effectivement, ouais. on est dans l'entreprise du rêve, c'est exactement ça. Du coup, ce qui est super intéressant, c'est qu'effectivement, vu que le personnage est extrêmement bien défini dans son arrogance, dans son le jeu des apparences, quoi. C'est ce qui prime pour lui, c'est les apparences. Donc le fait de lui retirer ça de manière extrêmement violente, et en plus, du coup, tu as une partie où il perd tout, quoi. C'est-à-dire qu'il a perdu il perd son visage, donc il perd tout. Il perd du coup il perd Sophia, il perd même son ami en fait. T'as tout le passage de la boîte là où c'est la destruction de son environnement en fait. Exactement, exactement. Et moi, je vois ça comme une espèce de version, alors non fantasmée, de La Belle et la Bête, par exemple, le côté, Oui. alors je dis non fantasmé pourquoi? Parce que moi je dis que c'est une approche contemporaine dans le sens où, comme tu dis, le regard des autres, donc de Sophia, que tu imagines, en fait, l'histoire d'amour, comme elle commence entre les deux personnages, c'est une histoire qui est basée vraiment sur la séduction, mais orale. C'est, Mm. ils se taquinent et ils se jouent l'un de l'autre. Et dès l'instant où le personnage de César va être défiguré et qui va donc retrouver Sophia dans cet état-là, tu vas quand même sentir le regard de Sophia basculer, changer, de la même façon que son meilleur ami, ils vont lui tourner le dos finalement, simplement. Et là, tu Ouais. comprends que bah, c'est une approche ouais, très réaliste en fait. Il y a pas de... C'est pas un conte de fées, quoi. C'est vraiment ouais, l'approche malheureuse, comment ça peut se passer. Alors, d'autant plus pour un mec qui ne vit que de ça, de son physique. Tu sens toute la détresse du type, quoi. Et toi, et comme tu as commencé à suivre l'histoire d'amour entre les deux et que tu y crois vraiment parce elle était vraiment parfaitement nuancée et juste, simplement juste, en fait, du coup, t'es d'autant plus concerné en tant que spectateur. Et c'est ça que je trouvais ça vraiment prenant et en même temps hyper immersif, quoi. Et puis ça fait d'autant plus mal que justement quelque part tu aimes le personnage de Sophia comme César, parce que tu la trouves belle, tu la trouves hyper euh, ouais, en fait c'est quand tu la vois c'est un ange quoi. Et du coup le fait qu'elle réagisse comme ça c'est tellement une désillusion en fait. C'est ça. Ça fait cette séquence fait vraiment extrêmement mal dans la boîte. Et ça Et puis participe lui à la descente du personnage, quoi. c'est Tu... ça, et lui qui pète un câble avec enfin, moi, de toute façon, j'ai trouvé vraiment cette séquence magnifique avec du coup les lumières néon de la boîte bleue, ce mélange de lumière bleu, rouge, et puis lui qui pète un câble avec, donc il est complètement bourré, et il a un masque pour cacher en fait son visage, et il se le met derrière lui, donc du coup, ça lui fait deux visages dans le faisceau de lumière. Enfin, Bah, c'est les deux facettes d'une même pièce, c'est-à-dire donc ouais, t'as le masque qui symbolise la beauté, dans le sens où c'est un masque pour cacher ouais, les malformations de son visage, donc il le met derrière et en même temps t'as le masque devant, qui n'est pas un c'est masque mais ça, qui est juste son visage complètement amoché son en fait. visage. Et le mec se balade avec en gros ses deux traits de personnalité, quoi. Et Ouais, et à il ce y a titre, aussi ah dis-moi. pardon.
Pardon, ouais, Non, non, continue. je pensais qu'il y a aussi le côté, en fait, cette imagerie-là, c'est celle de, alors je veux pas dire de conneries, mais je crois que c'est un dieu grec, ou en tout cas c'est une entité divine grecque, c'est Janus, qui est, il me semble, le dieu des portes ou un truc comme ça. Et en fait, c'est après cette séquence-là qu'on va basculer dans le rêve artificiel, en fait. C'est vrai, ouais, ce que tu dis, ouais, tu vois, moi, je connaissais pas ça, cette histoire-là. Mais moi, t'as une scène, alors une scène, je pense que c'est la scène que je préfère dans le film, je la trouve magnifique cette scène-là. C'est une scène où justement, il vient d'avoir son accident, il a retrouvé Sofia, mais alors déjà, Sofia lui tourne le dos un petit peu, enfin en tout cas, a peur de lui, le repousse, Mmh. au moins malgré elle, quoi. Et en Mmh. fait, ce personnage de Sofia, c'est une mime. Alors elle se produit dans la rue, hein, et en tant que mime, sur des bancs. Alors on retrouve une scène dans un parc où tu vois le personnage de Sofia, donc en train de faire son mime sur un banc, et le regard penché vers le bas. Et le personnage de César, donc déjà défiguré, va la retrouver, se place devant elle, et puis ça dure. Alors la scène est coupée, mais tu imagines que ça dure très longtemps. Ils se regardent sans se regarder en fait. Elle regarde au sol, lui elle la regarde fasciné, et puis en fait tu comprends. Ce plan veut tout dire en fait. C'est-à-dire que c'est une histoire d'amour dans un sens. Le mec la regarde, elle la regarde en bas, il y a un truc qui s'est fracturé, et elle est Mmh. déchirante cette scène. En plus tu as les envolées lyriques. Je pense que toi tu avais bien aimé, tu vas en parler de la BO composée par Ouais, lui, ouais. mais qui est incroyable en plus. Et ça te décuple l'émotion dans la scène, parce que là c'est vraiment la cassure quoi. Tu pars sur une histoire d'amour qui commence tellement bien, puis de voir cette scène-là, elle est déchirante quoi. Tu vois qu'il y a quelque chose qui est, de toute façon, quelque chose qui a été cassé. Quand bien même il veut la retrouver derrière, ça marque un point de rupture quoi. Et cette scène-là, là, je la trouvais vraiment. Tu vois, il y a des petites scènes comme ça. De la même façon que quand justement tu dis qu'il perd tout le monde, dont son meilleur ami, bah, genre, il rentre de cette fameuse soirée en boîte, hein, si je dis pas de conneries, c'est avec, il rentre avec Sofia puis son meilleur ami, et Ouais. donc Sofia les quitte en première, et il se retrouve que plus, il ne reste plus que César à l'écran et son meilleur ami. Et son meilleur ami en fait trouve un superflu pour rentrer quoi, parce que tu sens il est plus à l'aise avec lui. Et et là où c'est déchirant, c'est que justement César se rend compte de ça, et puis voyant son ami partir, essaye de le retenir en l'appelant, en peinant à trouver les mots. En fait, tu le vois galérer, à hésiter à quoi dire, et puis ce personnage qui a toujours pensé qu'à lui commence à faire une déclaration d'amitié, lui dire que c'est son meilleur ami, puis l'autre répond même pas, il part en courant, puis pareil, t'as les envolées lyriques, enfin c'est vraiment les envolées lyriques la composition, la BO qui tombe là, et c'est déchirant. C'est deux scènes comme ça qui sont, je trouve, très fortes dans le film. Bah, surtout que c'est toujours, dans ces séquences, du coup, de réalité dure, que la musique est la plus belle, entre guillemets. Et d'ailleurs, c'est un truc qui m'a marqué dès l'intro, où du coup, tu as le rêve, où tout est vide, où il y a aucune musique. C'est vraiment, c'est le personnage est seul. Et du coup, le moment où on repasse dans la réalité et on repasse dans la fiction pure avec, là, du coup, tu as les personnages, le générique arrive et tu as la musique qui décolle, qui est même quasiment à outrance, quoi. C'est-à-dire que là, dans la première scène de flashback, elle grouille, quoi. Il y a du monde, il y a de la vie, il y a hem et après, c'est vrai que petit à petit, dans la deuxième partie, on redescend un peu, pour, bah, jusqu'à la fin, jusqu'au climax, quoi. Mais Parce que, parce que là, ce qu'on comprend du film, là, finalement, c'est que dans son approche SF, on comprend tout de suite que c'est évidemment, ça c'est le point où tu peux comprendre le plus facilement du film, c'est-à-dire que c'est une critique aussi donc des évolutions technologiques, en tout cas à l'époque, notamment le principe de la réalité virtuelle, qu'à l'époque c'était pas au point, que de toute façon toujours aujourd'hui, mais que c'était le principe même de vouloir se côtoyer à ces évolutions, en fait, montre que ça peut poser problème dans le film. C'est-à-dire que plus ou moins, quand à la fin du film on apprend que le personnage était mort et qu'il avait signé de se suicider, mmh. qu'on lui fasse donc cette colonisation et qu'il se réveille plus tard. En fait, tu comprends que il devait se réveiller pour une vie fantasmée, une vie rêvée, et en fait, ça n'a pas été une vie rêvée, puisque qu'est-ce qui va se passer? En fait, il va se passer qu'il va être accusé de meurtre, qu'il va avoir des visions de Sophia qui va devenir Nuria dans sa tête, donc celle qui. Mmh. Il y a plein de. Tu comprends que tout déconne, quoi. Et il y a une scène, Bah, c'est j'en reviens juste sur. On parlait du regard des autres qui change. Et il y a une autre scène aussi dans le bar. Alors, je sais plus si c'est la scène de la boîte de nuit, justement, mais en tout cas, dans un café, où le serveur, en fait, il s'adresse au serveur pour prendre un verre, simplement, et le serveur lui regarde pas dans les yeux. Et alors, lui évidemment, il s'en étonne, quoi. Il lui dit, il le reproche, mais pourquoi vous me regardez pas dans les yeux? Et le serveur, tu sens que le serveur bah, fait l'effort de le regarder, puis il s'en va chercher son verre. Et puis, entre-temps, le moment où il a été prendre le verre, ça l'a travaillé, en fait, que l'autre lui reproche de pas le regarder. ouais, La réaction humaine du type qui fait bah pardon, je suis désolé, du coup je vais vous faire le verre gratuit. Tu sais, il y a ce côté très réaliste aussi ouais. dans les rapports aux gens. Et toujours, dans, le côté mimétique, le miroir, cette séquence-là, c'est aussi une reprise de, comment dire? La séquence où, comme la séquence dont tu parlais, quand Sophia fait le mime, que sous la pluie et que lui la regarde et que, donc ils se regardent pas et cetera, et quand ils en viennent à discuter, il lui dit la même chose.
Il lui dit pareil, il lui fait: «Mais, regarde-moi en fait, enfin genre, je suis là, regarde-moi». Donc au début, elle le regarde pas et à partir du moment où il lui dit, il lui somme de: «Mais regarde-moi», elle le regarde, tu vois? En mode genre presque en mode défi, en mode genre: «Non mais j'ai pas peur, j'ai pas de tu vois? Je te regarde» et en fait le serveur fait exactement la même chose. Mais à l'inverse de Sofia, du coup, comme tu dis, lui, il va enfin entre guillemets, «il va s'excuser» quoi. Il va dire genre: «Bon, Bah, il va y bah, avoir je suis désolé» et puis une voilà, prise j'ai de eu mon, conscience, quoi. voilà, c'est ça. Là où Sofia, après c'est pas un jugement de valeur, hein, c'est en même temps, ça doit être extrêmement difficile d'appréhender ces choses-là, mais elle va plutôt vers la fuite, elle, du coup, Ah, à complètement. l'inverse. Et puis, justement, alors t'as encore des quand je disais domino de mise en scène, il y a aussi des trucs, pour, quand tu revois le film, tu comprends à quel moment il était dans un rêve ou non et par exemple, justement, il va retrouver le personnage de Sofia après son accident et en fait, déjà, son rêve a déjà commencé. Parce que c'est déjà un Mmh. moment du film où il s'est déjà suicidé. Donc là, il est dans une partie fantasmée que tu sauras qu'à la fin, mais là, à ce moment-là, ça a déjà commencé et donc il retrouve Sofia, qui finalement, qui après lui avoir tourné le dos, s'est habitué à la situation, puis en fait retombe dans ses bras, parce qu'évidemment, lui, il fantasme ça. Et il lui dit, ça me paraît bizarre ce qui m'arrive. Je pensais pas qu'en gros tu réagirais comme ça. Alors il le dit pas mot pour mot, mais c'est ce qu'il dit. Et il dit, par contre, dans mon rêve, je l'aurais imaginé différemment. Dans mon rêve, il pleut pas. Et en fait, là, il pleut. Il y a toujours un marqueur de. Alors là, Mmh. c'est le temps, mais pour te dire que la vérité n'est pas aussi propre que ce qu'elle devrait être. Il y a toujours un truc qui vient, une Ouais. part d'ombre qui vient se rajouter à la beauté de l'instant, quoi. Et ouais, il y a plein d'exemples comme ça. Et c'est vrai que. Puis d'ailleurs, juste le titre, hein. On parlait aussi donc des critiques donc des évolutions technologiques, mais c'est aussi une simple critique aussi, alors, purement, alors là c'est logique, cohérent, dans tout le film, on le voit dans tout le film, mais du regard des gens justement, là on en parle depuis tout à l'heure, mais ce côté de s'accepter soi-même, d'où le titre du film, hein. Ouvre les yeux, moi je l'ai pris comme ouvre les yeux. D'ailleurs, il le répète à plusieurs moments dans le film, le côté bah, accepte-toi comme tu es, quoi. Ouvre les yeux, tant pis, bah, t'es comme ça, quoi. À l'image du discours que lui tient son psychiatre, alors fictif du coup, mais c'est quand même le discours qui lui tient tout le film. Et c'est quand même mais il le fait pas avec des gros sabots, il y a pas de morale, c'est pas moralisateur sur la fin, parce que comme on a décrit, tous les personnages sont quand même, il y a aucun manichéisme, ils ont tous une part d'ombre, ils sont tous tiraillés entre différents points de vue. Même si on a la partie où entre guillemets, Sofia, son comportement entre guillemets est dévalorisé parce qu'elle, elle fuit et elle fait vraiment énormément de mal, à César et en plus pour des raisons, comment dire? Superficielles en fait, tu vois? C'est-à-dire que c'est souvent c'est la comme tu disais, c'est La Belle et la Bête inversée, tu vois? Dans La Belle et la Belle voit au-delà de la monstruosité de la bête, et du coup l'aime malgré ça. Là, on est complètement dans l'inverse en fait. C'est elle, elle finalement, elle se rend compte que, bah, non, le physique a une importance en fait Complètement. et du coup, on a cette dévalorisation et en même temps, César, dans le fond, ne lui en veut pas il la fantasme quand même. Enfin, je veux dire, Bah, il s'en veut à lui-même. il l'aime malgré ça, en fait, c'est ça et du coup, c'est toujours comme ça, effectivement. Il y a pas de personnage, hem, comment dire? Comme voilà, comme tu disais, il y a leur part tout le monde a leur part d'ombre et leur part de lumière. Bah, c'est-à-dire, on peut mettre à l'écart effectivement, à part peut-être le personnage du psychiatre, mais comme le personnage du psychiatre, en fait, c'est le seul qui est plus ou moins propre sur lui, qui est cohérent, qui donne des discours qui sont quand même plutôt bons, mais comme tu découvres sur la fin qu'il est fictif, en fait, c'était juste une part, on va dire une part du personnage de César, en fait, c'est son côté, ouais, l'ange conseiller, le mec qui va lui donner les bons conseils pour survivre à son accident. Mais il est Mmh. fantasmé, ce personnage n'existe pas non plus. Et d'ailleurs, ce que je trouvais très fort, c'est de le voir réagir à la fin quand on apprend tout ça, et le psychiatre l'apprend lui-même aussi. Son personnage, qui n'existe pas, apprend qu'il a été inventé dans l'esprit de César, et tu vois sa réaction, et tu le vois le mec tomber des nues. Il y a vraiment un côté, ouais, on te fout une dose de réalisme dans un truc complètement superficiel, Mmh. et ouais, c'est vachement intéressant, quoi. Et alors, justement, on parlait de La Belle et la Bête, il y a un film pour moi qui ressemble le plus, mais vraiment en antithèse totale en termes de fabrication et d'approche, c'est un film de science-fiction, mais lui aussi, mais alors c'est vraiment La Mouche. La Mouche, c'est Oui, exactement ça, quoi. oui. C'est-à-dire une histoire d'amour entre un savant et une jeune reporter. L'accident du film, voilà, le mec va se transformer en mouche pour des raisons, voilà, propres au film, ce qui est déjà assez incroyable, mais la fille va devoir le voir en fait se dégrader physiquement, et alors on va prendre du recul au début, et puis voilà, elle va quand même avoir le lien, bah, c'est vraiment une histoire d'amour qui s'est créée, donc le lien avec lui, de quand même vouloir l'aider, de revenir plusieurs fois le voir, et il y a ce côté, on retrouve cette approche dans le film, qui n'est non, enfin, qui n'est pas manichéenne non plus, parce que je trouve que le rapport de mise à distance au début est bien, est là aussi respecté, et en plus,
tu sens que quand bien même elle veut revenir vers lui, il y a ce côté, bah, je reviens vers toi, mais ce sera pas comme avant. Il y a toujours un truc qui est cassé. T'es plus le mec que j'ai aimé au début. Et ça, Mmh. c'est ce qu'il y a de plus déchirant dans une histoire d'amour. Tout le film, c'est ça, et Mmh. c'est vraiment intéressant là-dessus. Sur la fin, moi j'y ai vu aussi peut-être un autre message ou une autre métaphore qui, en fait, est celle du cinéma, en fait, en général. C'est-à-dire que, tu sais, vu que tu as tout le truc de la comment dire? De la réalité, artificielle, en fait. En gros, le dilemme de la fin, c'est soit on se plonge dans la fiction, on continue dans la fiction ou on retourne dans la réalité, en fait. C'est ça le dilemme final. Ouais. Et du coup, ça passe par tous les jeux de, comment ce que j'ai noté à un moment donné, tu sais, tu le psychiatre qui se met à pleurer parce qu'il est là genre: «Mais non, mais c'est pas possible, on n'est pas dans un rêve, j'ai 2 filles, voilà, je peux pas être tout seul et tout», et le mec se met à pleurer et tout et du coup ça, tu vois, ça émeut le personnage et l'espèce, je sais pas comment on pourrait l'appeler, bah, c'est le patron de l'entreprise quoi, c'est une intelligence artificielle en fait, c'est un logiciel Oui, j'imagine, complètement. bah, qui lui dit, «Ah non, non, mais vous en faites pas, hein, c'est juste qu'il pleure pas vraiment en fait, hein, c'est juste qu'il a été programmé comme ça. Mais donc vous en faites pas, vous êtes pas obligé de enfin ne vous attachez pas à ce mec-là, quoi». C'est vrai. Et du coup, bon, après, du coup, c'est une petite réflexion, je sais pas où ça mène exactement, mais je me suis dit qu'il y avait un parallèle peut-être avec le cinéma en général, en fait, avec le mét et du coup, César est le metteur en scène, en fait, c'est lui qui tu sais, c'est ce qu'il lui dit dans le bar, il lui fait: «Mais en fait, c'est vous qui avez le contrôle. C'est vous qui décidez, si les personnages vont, vous faire du bien ou s'ils vont vous détruire. C'est vous qui allez le décider» et c'est ce qui se passe dans le film, en fait. C'est que le mec, en fait, dans sa propre histoire qu'il a fantasmée, il se trouve dépassé entre, ses pulsions, du coup liées à, ses pulsions liées à Nouria et son amour, par rapport à Sofia. Bah, en plus, ouais. Ouais, non, mais en plus, comme tu dis, le rapport, au cinéma, moi, je pense qu'il est évident. Alors, tu vois, je dis évident, j'y avais pas pensé, moi. Tu m'y fais penser maintenant, mais il y a beaucoup de choses. Comme tu dis, le mec narre sa propre histoire, en fait. Donc, il y a un début, une fin. Mmh. Et d'ailleurs, il y a un début dans le sens où, justement, à tous les personnages du film qu'on qu'on accuse de rêver leur vie, pour leur prouver, on leur demande de réfléchir, qu'est-ce qu'ils ont fait avant que l'événement en question ait commencé. Et en fait, ils se rappellent plus parce que ça n'a jamais existé, en fait. Ils fantasment leur vie à partir d'un point A jusqu'à un point B. En fait, il y a un début, une fin. Donc c'est une histoire racontée comme au même titre qu'un film ou un bouquin. Donc c'est vrai que le parallèle, il est assez évident finalement. Et t'as raison. Et enfin voilà, du coup ça m'avait un peu sauté aux yeux. Puis après, il y a plein d'autres trucs dans le film que j'ai adoré. Moi, il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est les transitions. J'aime beaucoup les transitions qui sont faites, comment dire? J'allais dire virtuoses. Et là, je trouve que le gimmick, de ce film-là, c'est, des transitions thématiques, mais dans le dialogue. C'est-à-dire que, par exemple, les mecs parlent dans la prison et du coup, le mec raconte, il parle de ses souvenirs, tu sais, en mode genre: «Ah bah, c'est vrai que les souvenirs, c'est comme ça, des fois on a l'impression qu'ils sont comme ceci, comme cela. Je sais pas si c'est bien, si c'est pas bien» et le psychiatre lui dit: «Non mais c'est déjà tu te souviens, c'est bien que tu te souviennes» et sur cette phrase-là, tu as un fondu et tu passes au Ouais, flashback. au Enfin, tu flashback vois, tu en as que question. des trucs comme ça et voilà et il y a, une qui est vraiment je l'ai trouvée ouf celle-ci, c'est, attends, c'est quoi déjà? Je crois que la phrase, c'est: «Le principe des bons moments, c'est que tu les apprécies pas sur le moment» et là, la transition, c'est, tu vois à travers l'œilleton d'une caméra et d'une photo, en fait. Soit le truc le plus, instantané, d'un moment et d'un souvenir, tu vois? Ouais, Enfin, c'est quelque chose qui te fige j'ai d'instant. trou ouais, c'est ça et du coup, enfin, enfin, il y a des transitions comme ça, j'étais là, je fais: «Mais Bah putain, c'est ouais, non, trop mais bien». c'est ça, c'est ce qu'on disait, moi je pense, dans la narration très fragmentée du film, c'est que dans les points de transition complètement, dans les points de montage. Et d'autant plus que. Puis il y a plein de. En plus, il va varier sa mise en scène. Moi je me rappelle le tout début du film, par exemple. Alors, qui est une partie par exemple rêvée, il va se réveiller, t'as un plan. Bon, j'allais dire un plan à la première personne où tu le vois se réveiller, en fait, t'es le personnage. T'es dans le rêve du personnage. Et en fait, quand ça va couper, t'as un espèce de fondu en noir et qui te ramène, là, la caméra va prendre de la distance dans une salle en plan large, tu vois le psychiatre qui discute avec le personnage de César en gros plan, quoi. Mais t'es déjà extérieur à ça. Donc en fait, t'es dedans, t'es dehors, c'est une espèce de transition, et ce qui participe à l'idée de comment dirais-je, ouais, d'espèce de thérapie de psychanalytique, quoi. Enfin, tu suis, Mmh. t'es avec lui, tu subis ce que, en gros, le psychiatre de coup fictif, mais le psychiatre te,
te fait une leçon de thérapie en fait. Et t'es avec lui en fait. C'est un truc qui est assez immersif pour ça. Et comme t'as raison, dans les points de transition de montage, c'est vraiment axé là-dessus quoi. Et d'ailleurs, si je peux me permettre, je voudrais m'écarter un peu du film, juste pour moi, j'ai vu qu'un autre film de lui. Alors on nous a tous conseillé, hein. Visiblement apparemment c'est un mec qui a fait quand même enfin pas mal de bons trucs, et assez jeune, hein, parce que là on parle d'un film, il devait avoir 28 ans là, quand il a fait le film, il me semble. Et les autres, moi je fais le parallèle avec les autres. Alors le film d'après, qui est sorti en 2001 avec Nicole Kidman, mais qui était déjà un film. Alors c'était américain, ça avait été racheté, c'était un film de commande et que lui avait retravaillé derrière. Mais il avait gardé quand même sa thématique, et justement, t'as la thématique de est-ce qu'on. Alors c'est pareil, ce serait vous spoiler le film des autres, mais je pense que tout le monde l'a vu. Il y a ce côté de dire est-ce que ce qu'on vit est réel ou pas. Tout le film, le personnage de Nicole Kidman se pose la question de savoir est-ce qu'il y a vraiment des morts dans la maison, ou en tout cas des fantômes. Mmh. Est-ce que je deviens pas folle? Est-ce que le fait d'être confiné dans une maison avec des enfants qui souffrent de photolumière, qui sont dans le noir en permanence, est-ce que je deviens pas folle? Et en fait, tu Mmh. poses la question avec elle tout le film, et puis à la fin, elle a des révélations qui te dit que finalement, alors je spoil, hein, je préviens les gens qui écoutent, mais voilà, que finalement ils sont morts. Ils sont morts depuis le début, et que ceux qui pensaient être les fantômes qui les embêtaient tout le temps dans la maison, en fait, étaient les vivants qui cherchaient à venir s'installer dans la maison. Mais en fait, il y a une espèce de twist comme ça qui se passe, et en fait, tu remets tout le film en question. Et il y a ce côté de savoir de la thématique la thématique qui veut être la même, en fait, qui se veut. Est-ce que tu vis est-ce que tu vis la vie que. Voilà, je me perds un peu dans ce que je dis. Mais est-ce que tu vis vraiment la vraie vie, ou est-ce que c'est une connerie? Est-ce que tu fantasmes tout ça? Et ça, c'est vrai que c'est une thématique qui lui revient souvent. Donc, est-ce que dans ces autres films, il en parle? Je suis sûr que dans T6, moi je l'ai pas vu, et vraiment ça me donne envie de le voir. Le premier film où je parlais tout à l'heure, où c'était la reporter qui s'intéressait aux violences au cinéma, et qui allait terminer dans un Mmh. monde de stuff movie, donc des films de torture, un peu torture porn, hein, si on peut l'appeler comme ça. Mais je Mmh. suis sûr qu'il a dû faire un parallèle par rapport à ça. C'est des thèmes qui reviennent souvent, donc ce serait intéressant de voir ça aussi, quoi. Donc je compte bien me faire sa filmo. Je sais qu'il a fait Agora derrière, alors une espèce de fresque Ouais. historique qui se passe en Égypte. Alors c'est sorti en 2009, je crois, mais qui a Ouais. un truc vraiment, une fresque, un péplum. Alors ça, je sais pas du tout ce qu'il en a fait. Et il me semble qu'il a fait Régression aussi, ou Répression, alors je sais plus ce que c'est. Ouais, c'est ça, Régression avec Ethan Hawke et Emma Watson, Ouais, c'était en Hermione. 2015, et il a fait aussi avant, en 2004, Mare Adentro, Ouais, ouais, bah avec, ça avec Javier Bardem. ouais, exactement, voilà, Javier Bardem, Et qui parlait, bah tiens, heu, justement, qui parlait d'euthanasie, justement. Un mec qui se bat pendant 20 ans pour se euthanasier. Et bah tu vois, c'est pareil, il y a ce rapport avec la mort qui est toujours omniprésent, quoi. mmh, mmh mh. Et ça, c'est vrai que c'est intéressant. Ouais. Bon, d'ailleurs, Javier Bardem, hein, le mari de Penelope Cruz, De ce petit tout est bâtard. lié, tout est Tout est lié. lié. Voilà, bien sûr. Mais ceci dit, d'ailleurs, j'ai revu des interviews de Penelope Cruz aujourd'hui, 23 ans plus tard, quand même, hein. Bah, Ouais, ouais. elle a pas trop changé, hein, finalement. Elle est pas mal, hein. Moi, je peux te dire, hein. Ça fait partie de ces actrices qui ont très b alors après tu me diras, elle est pas vieille, hein, donc très bien Elle vieilli, a en même temps, ça 45 veut ans. dire quoi? Ça va quoi, mais elle est très, très jolie. Mais d'ailleurs, j'allais dire Agora du coup avec Rachel Weisz qui est, pour moi une deuxième, c'est ma chouchou, voilà, c'est Rachel Ouais, Weisz, et ben, je sais que, franchement, Penelope Cruz m'a marqué dans le film, hein. Elle est vraiment, je sais pas, mais ça m'a fait. J'ai eu quelques fois ce truc-là. Je l'ai eu avec Carey Mulligan dans Drive. J'ai plus d'exemple en tête, mais ça m'est arrivé quelques fois. Mais là, vraiment, dans ce film-là, je la trouve. Puis en plus de ça, et ça m'est arrivé si. Alors, dernièrement, enfin dernièrement, pas dernièrement, ça fait quelques années déjà, mais dans le film Tu ne tueras point. L'histoire d'amour qui tisse, qui est très classique, hein, somme toute pour le coup, qui est vraiment plus mmh, classique que dans celui-là. Mais l'écriture du personnage de sa copine à Andrew Garfield dans le film Tu ne tueras point de Mel Gibson, leur ouais, relation d'amour au début, elle marche du feu de Dieu, quoi. Et moi, ça m'avait fait ce coup-là avec cette actrice-là aussi. Alors j'ai perdu son nom, mmh. elle doit pas être très connue. Mais quand même, quand c'est bien fait, tu vois, quand c'est bien écrit, bah, tu vois, C'est ça marche, quoi. T'es c'est pris. effectivement, et je pense aussi, je vais prendre le parallèle avec le remake du coup américain de Abrel Soros qui est donc Vanilla Sky Que j'ai avec, pas vu du coup. Tom Cruise, Penelope Cruz, Cameron Diaz, donc réalisé par Cameron Crowe qui avait fait, si je ne m'abuse, avec Tom Cruise, Jerry Maguire, je crois. C'est pas quelque chose, un film comme ça? Oui, c'est ça, Jerry Maguire. Il avait fait Jerry Maguire avant avec Tom Cruise. Bref, et en fait, alors je me suis pas, j'avais déjà vu Vanilla Sky après Abrel Soros d'ailleurs. Et je me suis refait là le début en me disant genre tiens je vais essayer de comparer tout, et honnêtement bon j'ai regardé que les 20 premières minutes parce que c'était pas possible quoi. C'est qu'en fait Vanilla Sky, le début c'est présenté, la forme c'est une comédie romantique américaine en fait. Donc ça veut dire que tout est toujours constamment surexposé, tout est en plan large, les personnages sont tu vois, et Penelope Cruz du coup la première fois que tu la vois,
Là où dans Abrelosauros, dès que tu la vois, mais vraiment, je crois que le premier plan où tu la vois, tu te dis, bah, comme le personnage principal, tu fais waouh. Enfin, c'est juste, ok, d'accord. Là, Plutôt, ouais. c'est juste, on joue sur le quiproquo de Tom Cruise est un riche mania des médias, etc. Et Penelope Cruz, c'est la petite espagnole, tu vois, qui a une doudoune un peu moche, tu vois. C'est le décalage Ouais, ouais, des classes, tu vois. Et toi, tu fais ouais. genre, bah, C'est non, quoi. la Jack Dawson dans Titanic, quoi. Non, mais c'est ça, c'est ça. Et en plus, tu sais, avec le côté presque humour, tu vois, comédie romantique, tu vois, genre, Vaudeville, quoi. elle est à moitié, elle est pas cruche, mais enfin, il y a un truc, tu vois, genre à un moment donné, t'as un truc où il y a une scène comme le mec est hyper riche et tout, il y a un côté technologie, machin, donc à un moment donné, il y a un hologramme qui a passe les mains devant en mode genre, ah, c'est rigolo, tu vois, enfin, non, c'est Ouais, pas possible, quoi. ouais. C'est Et caricatural, quoi. Tout est un peu repoussé. c'est ça. Et le gros problème, du coup, je trouve, de ce remake, après, bon, je l'ai pas revu, donc je pense, comme pour l'original, forcément, l'histoire, ça vire sur du thriller et on change le truc, mais euh, c'est le personnage, en fait, alors, du coup, elle s'appelle pas Nouria, mais l'équivalent de Nouria dans Vanilla Sky, est jouée par Cameron Diaz. Et en fait, le problème fondamental, c'est que, alors certes, il y a le côté sexuel, etc., mais elle n'est pas iconisée en tant que représentation de la tentation, si tu veux. Ouais. C'est-à-dire que, je sais pas si tu vois physiquement Cameron Diaz, elle est mignonne, si tu veux, c'est une petite blonde. Là, c'est une personnage, c'est une actrice, une jeune actrice qui est littéralement amoureux, en fait. On te présente pas Mais euh, est-ce que t'as pas le appétit côté sexuel débordant, on présente juste l'amoureux et le mec qui est bon, oui, je suis bien avec elle, mais bon, voilà, de toute façon, dès que je trouverai mieux, et d'ailleurs, c'est ce qui se passe, il trouve mieux et il la jette, quoi. mais est-ce qu'il y a pas C'est, le côté en plus de surcharger d'acteurs connus? Parce qu'à l'époque, Cameron Diaz, oui, c'était quand même, elle sortait de, bah, écoutez, il avait Marie Prix juste avant, parce qu'il me semble ah bah, 97. Enfin, genre, il y a quand même des choses, autant de surcharger d'acteurs connus comme ça, ouais, Tom Cruise, Star System, quand même, genre, est-ce que tu ouais, crois c'est vraiment ça. à ces personnages? C'est la question aussi. Ah bah non, non, mais c'est le problème. Du coup, tu ne, comment dire, du coup, là, les acteurs prennent le pas sur leur personnage, en fait. Ouais. Puis après, c'est aussi que c'est à l'américaine trop chargé, quoi. C'est-à-dire que je trouve que dans Abrelosauros, il y a une certaine simplicité. C'est-à-dire que vu qu'il y a une surcharge, entre guillemets, d'interprétation, de mise en place de la narration avec les 4 strates différentes, dans chaque narration, dans chaque pan de l'histoire, c'est simple, si tu veux. Ouais, puis il y a un Là, minimalisme aussi, malgré toute la ouais, maestria du truc, un minimalisme dans la mise en c'est scène. ça, Il y a pas une c'est ça. surcharge d'effets, donc tout de suite, Non, tu crois au truc, quoi. là, dès le début, tu as toute une histoire de ouais, alors du coup, il fait partie d'un conseil d'administration, il a récupéré l'entreprise, donc du coup, on te sous-entend un truc genre ah, peut-être qu'il va y avoir un complot vis-à-vis du. Tu sais, parce qu'à un moment donné, ils en parlent dans Abrelosauros, mais c'est un argument qui est lancé comme ça, mais c'est plus une paranoïa du personnage qu'une réalité, tu vois, quand il dit genre ah, c'est le conseil d'administration, c'est eux qui ont, c'est un coup monté, tu vois. Et là, tu vois, Ouais. dès le début, dès l'intro, on te pose ça là, tu sais, genre gros sabot, quoi. Il y a vraiment un manque de finesse, tu vois, dans le film, Parce que dès je les sais 20 plus, premières minutes, je qui sais rentre, même quoi. plus d'ailleurs dans le film, qu'est-ce qui tient? Hérite de son père qui tient une entreprise de garage? Non, j'ai une connerie. C'est une histoire comme ça, hein? Alors, je m'en rappelle plus Ouais, exactement, j'ai mais pas c'est vu le truc justement, aussi, mais c'est relativement survolé, en fait, dans Abrelosauros. c'est C'est juste juste pour présenter le personnage, c'est pour te dire en gros qu'il a c'est de l'argent. ça. Voilà, mais Alors, il a de l'argent et le côté un peu solitaire quand même. ouais, bien sûr. Puis Mais attention, tout manichéen, tout égocentrique et narcissique qu'il peut être, c'est un mec très talentueux. On le voit dans sa. On imagine oui, un homme quand qui même dessine raffiné à bien, côté de ses oui, défauts. c'est C'est vrai. un mec qui sait séduire, il a la tchatche, C'est vrai. sa façon de séduire Sonia. Il y a quelque chose de. Il y a un talent oral qui dégage. Tu sens un mec qui Oui, doit être. Qui a une fibre artistique chez lui, tu le vois dans sa oui, décoration oui, oui, d'appartement. oui, Tu sens quand même c'est un mec qui a du talent. Un artiste, c'est comme tu dis, clair. solitaire. Ouais, Un ouais, c'est vrai. incompris. Voilà. Et enfin voilà, du coup, ouais, pour le petit parallèle, enfin tout ça pour dire qu'effectivement, il y a voilà, Penelope Cruz, en tout cas, dans ces deux versions, elle paraît beaucoup plus belle dans Abrelosauros. Donc il y a clairement un talent pour la mettre en scène, pour la mettre en valeur, quoi. Bien sûr. Penelope Cruz, qui a Et fait de, Bandidas aussi, avec Sam Hayek. Et on n'en parlera pas dans les Pir- podcasts. On n'en et, parlera pas. et Pirates des Caraïbes 4, n'est-ce pas? Oui, oui, bien sûr. Oh bah attends, elle a pas fait Fanfan la Tulipe aussi.
Je me demande si elle a pas joué dedans. Film français Oui, avec. oui, 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 oui. Je dis pas de conneries, hein, Comment il il me semble. s'appelle? Hein. Mais oui, 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 complètement. Attends, je vais retrouver J'avais vu une ça. interview d'elle où elle parlait Ah là là. français, parce que c'était interview en français. Ah bah, Non, elle parle en anglais, pardon, et elle citait, alors elle parlait de la France à un moment, en anglais, hein. Et alors je sais plus ouais, où c'était, puis donc elle cite les films qu'elle a fait, donc les Ouvre les yeux, compagnie, donc quand même des belles ouais, références, et puis d'un coup, ouais, avec son accent donc mi-anglais, anglais, puis en plus et du coup espagnol, elle dit et fanfan la tulipe. ouais. Ah oui, et là tu dis la France quoi. Mais bon, elle ajoute Avec dedans, ouais. Vincent Pérez, Vincent Didier Pérez, ouais, voilà. Bourdon et Michel Muller. Oh, ça va être un bon Heu, 2003, ça, à tous les coups, ça va faire monter. Mais je me rappelle très bien de ce film-là parce que et en fait, c'est ah putain, mais c'est le réalisateur de Taxi. c'est Pires? Krozik? C'est Gérard non, non, ouais, Krozik, c'est Krozik, Ah Gérard là là, Krozik. voilà. Mais alors en fait, bon, du coup, on est en train de dériver déjà, mais Parce que ce c'était film une production Besson, il me semble. C'est pour ça. ouais, c'est ça. Ouais, ouais. En fait, il y a une, j'ai de la sympathie pour ce film, mais bon, le film est pas terrible, mais en fait, j'aime le côté, c'était l'époque où la France a essayé de faire des films d'aventure, en fait et Ouais, ouais, ouais. je Ils vais ont pas je vais toujours réussi, hein, vérifier mais non, 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 mais je vais vérifier parce qu'il y a un c'était les film années où t'avais Belphégor aussi, attention, hein. Ouf, t'avais oui, oui, beaucoup de choses oui, comme ça. tu vois, c'était en 2003, Fanfan la Tulipe et en 2000 avant, tu vois, il y a eu pour le coup un film que j'apprécie. Alors après, je l'ai pas revu depuis, donc je pourrais pas te dire. C'était Le Vidocq? Prince du Pacifique. Ah oui, Non, avec avec Thierry Lhermitte Tim et Tim Seat. Seat. Je l'ai revu, Ouais alors je l'ai revu il et y a 2 ans ou 1 an, il est repassé, je sais plus quoi, je suis tombé ouais. dessus. Ouais, oui, oui, mais il y avait pas ça me faisait penser à je sais plus à quoi ça me faisait penser. Je me demande s'il y avait pas Miu Miu, non, dedans? Enfin, Qui ça? non pas que je confonde le film avec, Un Indien dans la ville, mais je me demande s'il y avait pas Miu Miu dedans, enfin peu importe. Je me rappelle très bien, ça se terminait sur une archipel, il devait y avoir Berléand en méchant dedans. Euh, C'est Marie qui est dedans. c'est qui, pardon? C'est Marie Trintignant qui joue dedans. Ah, c'est Trintignant, pardon. Et Berléand est dedans, Ouais, non? c'est Marie Trintignant et Berléand est dedans, ouais, il joue Ouais, le bah, il me méchant. semble, hein. C'est ça, ouais, ça se termine sur une C'est plage, un peu. alors Ouais, mais c'était ouais, ouais, ouais. honnête, Alors ça. je t'avoue, je me rapp je me rappelle plus, ça se trouve si je le reverrai, je te dirais que c'est une merde, mais en tout cas de ce que je me rappelle, c'était sympathique en tout C'était cas. honnête, puis il y avait l'ambition de tourner dans des trucs naturels. Il y avait quand même des beaux décors. C'est ça. Bah, du coup, ça se passait vraiment là-bas, et c'était souvent, souvent, si, c'était honnête. Et après, il fallait pas y chercher des espèces d'exploits de mise en scène, hein. Mais c'était quand même Non, bien non, non. moins que les montages épileptiques, dégueulasses et beaufitudes là, de Taxi et compagnie, là. Dans les mêmes années. Ah non, mais parce que là, c'est la honte quand même. Ou ou de Fanfan du coup. Parce qu'on parle de French Touch du cinéma d'action, putain, si les références sont les taxis, là, ça fait peur, quoi. Mais tu me dis que tu vois, Ouais, Penelope Cruz a quand même tourné pour Gérard Krozik, quoi, donc c'est quand même. Ça, c'est bien à savoir. Tu vois, elle a fait Almodovar, donc dans la suite logique, c'était de tourner avec Krozik, quoi, c'était sûr. Là, il fallait tourner avec Krozik. Elle a fait Woody Allen, puis elle a fait Krozik, quoi. C'est bien. Ah, ça, c'est un bon choix de carrière, ça. une belle voilà, c'est ça. Bah, on Elle fait a tous gardé une des erreurs. tendresse apparemment du tournage parce qu'elle l'a recité il y a pas longtemps, là, comme je t'ai dit, là, puis avec une espèce de tendresse en disant que la France lui avait beaucoup Ouais. apporté. Alors, je sais pas pourquoi beaucoup, mais ouais, elle le citait souvent. Donc voilà. Bon, du coup, je pense qu'on a à peu près fait le tour de Abrel-Soros, donc Ouais, Ouvre les yeux. Je pense qu'on peut conseiller ce film à ceux qui nous écoutent. complètement, ouais. Vraiment excellent film. Voilà, donc on va s'arrêter là-dessus. Est-ce que du coup tu as choisi le Alors, film pour le prochain? je te cache pas que j'ai pas encore réfléchi. Je me suis fait un peu de cours. J'ai beaucoup de choix en tête, mais est-ce qu'on va pas le faire en mode un peu surprise? On se... Eh ben écoute, ça marche. À ce moment-là, on se découvre ça, on se découvrira ça ensemble la semaine prochaine. Mais j'ai quand même en vrai une espèce d'envie de passer sur un. Alors, non pas un gros truc bouseux, mais une espèce de truc bien bourrin. Un Voilà. petit ouais, une petite douceur, une petite douceur un peu, comment dire? Ah, je trouve pas le mot. Un plaisir coupable, voilà. Exactement. Ça marche. Et bah, du coup, on verra ça la semaine prochaine. Du coup, on vous dit, eh bien, bonne continuation et puis à la semaine prochaine. Regardez des films, c'est important et restez confinés. Salut! Salut!